Dans le silence feutré d'un vieux manoir, un secret sommeil, prêt à se réveiller. L'air se charge d'une mélodie oubliée, où chaque note porte le poids d'un mystère à découvrir. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire, et quelle heure est-il chez toi, prêt? Entrons dans l'histoire. Ce fut par une matinée pâle, chargée de brume et de silence, que nous approchâmes du manoir des Delorme, situé à quelques lieues de la frontière normande. Je gardais pour moi mes impressions d'austérité figées, tandis que Poirot, lui, observait avec attention le paysage qui défilait lentement derrière les vitres de notre voiture de location. « Vous voyez, mon ami, dit-il soudain, il y a quelque chose de particulier dans les demeures où l'on ne parle plus du passé. Et leurs toiles prennent l'habitude de le faire à votre place. » Je le regardais, intrigué, mais il s'était déjà replié sur lui-même, les yeux mi-clos, comme s'il écoutait quelque chose que je ne pouvais entendre. Nous franchîmes les grilles en fer forgé, et le manoir apparut, grand, noble mais étrangement figé, ses pierres voilées d'humidité, ses volets entr'ouverts, tels des paupières mi-closes. À notre arrivée, un domestique âgé nous ouvrit sans un mot, nous conduisant dans un couloir aux tapisseries anciennes. Le silence, ici, n'était pas simple absence de bruit. C'était une présence, dense, presque pesante. Je n'aurais su dire pourquoi, mais une sensation de calme inquiet me gagna. Même Poirot, habituellement si prompt à rompre le silence, resta quelques instants à contempler les murs du vestibule, comme s'il en déchiffrait les murmures. Nous fûmes reçus dans un petit salon de réception à la décoration surannée, mais entretenu avec un soin méthodique. Un thé nous fut servi dans un service en porcelaine bleue, d'un raffinement désuet, et peu à peu les membres de la famille Delorme firent leur apparition. La première à entrer fut Madame Odile Delorme, grande femme à l'élégance discrète, dont le regard clair et dur contrastait avec la douceur affectée de son sourire. Elle nous salua, avec une réserve toute contenue, puis se plaça face à nous, les mains croisées sur ses genoux. On aurait dit qu'elle cherchait à contenir un frémissement intérieur. « Monsieur Poirot, capitaine Hastings, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. J'espère que ce sera pour vous un séjour agréable, malgré les circonstances. » Elle ne précisa pas quelles circonstances, et Poirot n'insista pas. À peine avait-elle terminé que deux jeunes gens firent irruption. Un certain Augustin Delorme, le neveu, à la moustache fine et au regard nerveux, et sa sœur, Hélène, calme, presque absente, dont la voix semblait ne jamais monter au-delà d'un murmure. Tous deux saluèrent poliment, sans enthousiasme. Puis vint une tante, au port altier, Mademoiselle Geneviève, vieille fille de la maison. Et enfin, un homme maigre et austère, Monsieur Félix, frère aîné d'Odile. Chacun portait l'ombre d'un silence dans les yeux. « Voilà, » dit Madame Delorme, « la famille est au complet. » Ou presque. Elle ne développa pas davantage. Le thé fut versé. Poirot observait, comme toujours, avec cette attention discrète qui rendait son silence plus profond que bien des discours. Je remarquai bientôt que Madame Delorme évitait soigneusement de croiser le regard de son frère Félix. Chaque fois qu'il parlait, ce qui arrivait rarement, elle baissait imperceptiblement les yeux vers sa tasse ou vers la fenêtre. Poirot, quant à lui, semblait absorbé par une miette invisible sur la nappe. Mais je connaissais trop bien ses méthodes pour me laisser tromper. Il n'observait rien en apparence, mais en réalité il observait tout. À un moment, alors qu'Augustin tentait maladroitement de faire la conversation, il fit tomber une petite cuillère et Madame Delorme sursauta légèrement. Ce geste trahissait quelque chose. Je m'approchai de Poirot et lui soufflai
Elle est tendue, n'est-ce pas? Très, mon ami, très. Mais ce n'est pas la tension du moment, c'est une inquiétude ancienne, enracinée. Je fronçai les sourcils. La conversation continuait, superficielle, mais l'atmosphère semblait contenir des non-dits si lourds que même le silence paraissait chargé de soupçons. Ce fut Hélène, la jeune sœur, qui brisa pour la première fois le mur de convenances en se levant doucement et en allant actionner une boîte à musique posée sur la cheminée. Le couvercle, d'un bleu profond, aux motifs floraux, révéla un mécanisme ancien, dont les notes s'égrenèrent dans l'air avec une douceur presque irréelle. La mélodie était étrange, ni joyeuse, ni triste, mais chargée d'un je ne sais quoi de nostalgique. Une berceuse, peut-être. L'effet fut immédiat. Tous se figèrent. Madame Delorme, en particulier, pâlit légèrement, tandis que mademoiselle Geneviève serra la poignée de sa tasse jusqu'à en faire trembler la porcelaine. Même Augustin détourna les yeux. « Une jolie musique ?» fit Poirot, presque distraitement. « C'est un air ancien, non ?» Pas de réponse. Hélène, restée debout près de la cheminée, répondit finalement d'une voix douce. Cela appartenait à une cousine. Elle adorait cette boîte. Mais elle n'est plus là. Plus là, fit Poirot. Un nouveau silence. Madame Delorme prit sur elle de conclure. C'est une vieille affaire de famille, une époque lointaine. La musique ne devrait plus jouer, mais elle joue encore. Je sentis un frisson me parcourir. C'était comme si cette simple mélodie avait réveillé un souvenir que tous s'efforçaient d'oublier. Le thé, d'abord servi avec une certaine solennité, perdit progressivement sa chaleur, tout comme la conversation qui, elle aussi, se refroidit. Je tentai, de mon côté, de raviver l'échange par quelques remarques anodines sur la beauté du jardin, sur la qualité du thé, mais mes paroles retombèrent aussitôt, comme un écho dans une pièce vide. Augustin pianotait nerveusement sur l'accoudoir de son fauteuil, tandis qu'Hélène semblait s'être retirée à l'intérieur d'elle-même. « Ce jardin, dis-je à madame Delorme, doit être splendide au printemps. »« Il ne l'est plus depuis longtemps, répondit-elle. Nous avons cessé de l'entretenir. » Puis, après un silence bref mais pesant, elle ajouta « La nature a ses droits et ses caprices. » Poirot hocha doucement la tête, comme s'il saisissait une allusion voilée que je n'avais pas perçue. Il se pencha ensuite vers moi, presque imperceptiblement. « Vous voyez, Hastings, ce qui était remarquable ici, ce n'est pas ce qui est dit, c'est ce qui ne l'est pas. » Je fus alors frappé par une évidence étrange. Tout, dans cette maison, semblait organisé non autour d'un présent actif, mais d'un passé figé. Un passé que chacun esquivait, et dont la boîte à musique, peut-être, était le dernier écho audible. Quand le plateau de thé fut retiré, un soulagement muet sembla traverser les visages. Mais Poirot, lui, gardait ce regard que je lui connaissais bien. Attentif, patient, prêt à écouter ce que les murs eux-mêmes ne parvenaient plus à taire. L'arrivée de Lucien Marceau au manoir fut tout sauf discrète. Dès qu'il franchit le seuil de la porte, son regard perçant balaya la pièce, comme pour marquer son territoire. Il portait cet air sarcastique qui, je le sus immédiatement, ne manquait jamais de semer trouble et discorde. « Ah, les Delorme, quelle charmante compagnie !» lança-t-il d'une voix claire, empreinte d'un cynisme à peine dissimulé. Il se dirigea droit vers Odile, lui lançant un regard moqueur, qui ne laissa pas d'émouvoir une crispation sur son visage élégant. Poirot, assis près de moi, ne bougea pas, un cil, observant chaque mouvement avec une attention calme mais aiguë. Lucien semblait jouir de sa propre provocation, lançant à la cantonade des remarques à double tranchant, son humour noir trouvant écho dans les regards
qui s'assombrissait. Il s'installa sans invitation à la table du thé, bousculant sans vergogne la disposition ordonnée des tasses et des assiettes. Sa démarche avait quelque chose de théâtral, comme un acteur sur une scène, où il se plaisait à jouer le rôle de l'agent du chaos. À cet instant, je compris que cette visite ne serait pas un simple échange mondain, mais le prélude à quelque chose de bien plus sombre. À peine les premières gorgées de thé avalées, Lucien Marceau lança sa première attaque, une remarque cinglante sur le dernier tableau accroché dans le salon. Une œuvre si fade qu'elle ferait pâlir d'ennui n'importe quel amateur d'art véritable, ironisa-t-il en fixant Augustin d'un air narquois. Augustin, visiblement piqué, répondit avec une irritation à peine contenue, tandis que la tension s'épaississait comme un voile obscur au-dessus de nos têtes. Madame de Lorme tenta de tempérer la situation, mais sa voix tremblait, trahissant son trouble. Les échanges s'envenimèrent rapidement. Critiques acerbes, accusations voilées, rancunes longtemps enfouies remontèrent à la surface avec violence. Lucien n'hésitait pas à jouer de son rôle de provocateur, cherchant à déstabiliser chacun de ses interlocuteurs par des remarques habiles et assassines. Poirot, fidèle à son habitude, restait silencieux, écoutant avec une attention méthodique les moindres détails, les inflexions de voix, les regards fuyants ou défiants. Le capitaine Hastings, pour sa part, s'efforçait de calmer le jeu, mais sa patience semblait aussi limitée que celle des protagonistes. Il devint évident que sous cette façade polie, la famille de Lorme cachait des blessures mal cicatrisées, et que Lucien, loin d'être un simple critique, était le catalyseur d'une tempête longtemps contenue. Alors que la dispute montait en intensité, Madame de Lorme frappa soudain dans ses mains, imposant un silence presque brutal. « Assez !» lança-t-elle, d'une voix ferme qui ne souffrait aucune réplique. « Ce n'est pas un théâtre ni une arène pour régler vos comptes. » Le salon retomba dans une étrange immobilité. Les visages se fermèrent, les regards se baissèrent. Chacun semblait porter en lui le poids d'un secret trop lourd à dévoiler. Peu à peu, les membres de la famille se retirèrent, regagnant leurs appartements, avec une lenteur lourde de sens. La maison retrouva son calme habituel, mais un calme factice, chargé d'une tension sous-jacente, palpable. Poirot, immobile, demeura seul, un instant, ses petits yeux noirs scrutant l'atmosphère chargée. Moi-même, je ressentis ce poids de silence, plus lourd encore que le vacarme qui venait de s'éteindre. Je me demandais alors combien de vérité se tairait encore dans ces murs, et combien de secrets ce calme apparent cachait. Le lendemain matin, l'horreur s'abattit sur le manoir comme un couperet. Le corps de Lucien Marceau fut découvert dans le salon bleu, cette pièce réputée pour sa décoration d'un bleu profond, aux murs tendus de velours et aux fenêtres qui donnaient sur le jardin humide. La porte était verrouillée de l'intérieur. Personne n'avait pu entrer ni sortir sans être vu. Un huis clos, oppressant, que seuls les murs semblaient connaître. La scène était glaçante. Lucien gisait là, immobile, la tête légèrement penchée, comme surpris dans un dernier souffle. Aucune trace de lutte apparente, mais une rigidité troublante dans ses mains crispées. Poirot se tenait à distance, observant chaque détail, avec la minutie d'un chirurgien. Il ne prononça pas un mot, mais je vis ses sourcils se froncer, signe que son esprit s'activait à une vitesse vertigineuse. Je ne pouvais m'empêcher de penser à l'ironie cruelle de la situation. Celui qui avait semé le trouble la veille était désormais réduit au silence, et cette maison figée dans son calme apparent semblait avoir avalé l'un de ses membres. Les questions se bousculaient dans mon esprit.
Qui pouvait vouloir la mort de Lucien? Et surtout, comment avait-on pu verrouiller la porte de l'intérieur sans qu'aucun témoin ne le remarque? Au centre du salon bleu, une petite boîte à musique bleue gisait renversée sur le tapis épais, comme abandonnée après un éclat. Son mécanisme ancien, silencieux désormais, laissait échapper une impression de mystère. Cette boîte, qui avait joué la veille une mélodie étrange et nostalgique, semblait être un témoin silencieux de ce drame. Poirot s'agenouilla avec précaution, effleurant l'objet du bout des doigts, puis se redressa en murmurant « Hastings, vous voyez cette boîte? Elle ne devrait pas être là, renversée ainsi. C'est un détail que beaucoup ignoreraient, mais pour moi, c'est une piste. » Je suivis son regard, cherchant à comprendre ce que cet objet pouvait bien révéler. Il me lança un sourire énigmatique, comme pour me dire que cette petite boîte à musique était bien plus qu'un simple objet décoratif. Le choc de la découverte fit descendre un silence lourd sur la famille Delorme. Aucun mot ne fut prononcé, aucune plainte ne s'éleva. Le silence était plus éloquent que n'importe quel cri. Les regards, fuyants ou figés, racontaient plus que les paroles absentes. Chaque membre semblait porter un secret, une peur secrète. Poirot, immobile, réfléchissait intensément. Son regard scrutait les expressions, captait le moindre détail. Pour lui, ce silence portait en lui la clé du mystère. Moi, j'étais partagé entre l'angoisse et la fascination. La mort de Lucien n'était pas un simple accident, ni un crime commis à la légère. Il y avait derrière ce silence un langage codé que seul Poirot pouvait déchiffrer. Poirot entama les entretiens avec la famille Delorme dans une atmosphère aussi polie que tendue. Chacun des membres reçut son invitation avec un sourire contrôlé, mais derrière ces façades bien dressées, je devinais une méfiance profonde. Odile, toujours maîtresse de ses gestes, répondit aux questions avec une réserve diplomatique, tandis que Félix se montrait froid, presque distant. Augustin, plus jeune et plus impulsif, esquivait les regards avec nervosité. Poirot posait ses questions avec cette douceur étudiée qui pousse les gens à parler sans se méfier. Il faisait attention au silence, aux hésitations, autant qu'aux mots eux-mêmes. Il semblait lire dans les non-dits autant que dans les déclarations officielles. « Parlez-moi de cette époque », demanda-t-il doucement, de l'hiver 1909. Un léger frémissement parcourut la pièce, et les regards se croisèrent brièvement, avant que chacun ne se replie dans son silence. L'impression d'un secret partagé mais inavoué flottait dans l'air. Je comprenais que cette année-là, quelque chose d'important s'était produit, quelque chose que tous préféraient oublier. Lorsque Poirot prononça à nouveau la date, son ton fut à la fois neutre et chargé d'une signification voilée. L'hiver 1909 semblait figer tous les visages dans une même ombre. Odile baissa les yeux, tandis que Geneviève serra les lèvres, trahissant une tension contenue. Cette année a marqué notre famille d'une manière que je ne peux décrire, finit par dire Odile, la voix basse. Des événements que nous préférons ne pas raviver. Poirot hocha lentement la tête, comme s'il comprenait la profondeur du silence. Je sentais qu'il cherchait à dénouer ses fils emmêlés, à faire parler les non-dits. « Hastings, murmura-t-il à mon oreille, il faut toujours se méfier de ce que les gens ne veulent pas raconter. » Les heures semblaient ne se suspendre autour de cette révélation implicite, et le salon se fit plus froid, chargé d'une histoire lourde et douloureuse, enfouie dans les replis du temps. Ce fut lors d'une conversation un peu plus tardive que j'appris, presque par hasard, l'existence d'une cousine, Aimée, disparue mystérieusement dans ce même salon 20 ans auparavant, une enfant dont le nom, étrangement,
ne franchissait jamais les lèvres des membres de la famille. « Aimé ?» demandai-je à Odile, avec précaution. Elle détourna le regard, les mains crispées sur le tissu de sa robe. « Oui, » murmura-t-elle, « notre chère Aimée. Elle a disparu un soir d'hiver. Nous ne savons toujours pas ce qui lui est arrivé. » La pièce sembla retenir son souffle. Les murs, me sembla-t-il, gardant l'écho de cette absence. Poirot fronça les sourcils, intrigué. « Cette boîte à musique bleue, » reprit Odile, « était à elle. Elle l'aimait plus que tout. Je sentais que ce simple objet, simple berceuse enfantine, détenait la clé d'un mystère que personne n'osait affronter. À chaque fois que je posais une question sur Aimé, les réactions étaient les mêmes. Regards qui se dérobent, mains qui se crispent, silence prolongé. Odile évitait soigneusement de croiser mon regard, tandis que Félix semblait soudain devenir très attentif au motif du tapis. Poirot, toujours impassible, observait tout avec une patience infinie. « Hastings, » murmura-t-il, « les non-dits sont parfois plus parlants que les paroles. Il faut lire entre les lignes, comprendre ce que l'on refuse de dire. » Je compris alors que le mystère d'Aimé n'était pas un simple oubli, mais une blessure secrète, un passé que la famille tentait désespérément de cacher. Poirot fit rapidement le lien entre la boîte à musique retrouvée renversée sur les lieux du crime et celle qui avait appartenu jadis à Aimé. Ce détail, que beaucoup auraient jugé anodin, semblait soudain capital. Cette boîte est le témoin muet d'un passé que certains voudraient enterrer, me confia Poirot. Elle est comme un message laissé en suspens. Nous examinâmes l'objet avec soin. Ses notes anciennes, sa couleur bleue profonde, évoquaient un monde d'enfance disparu et de secrètes tues. « Vous pensez que ce lien est la clé ?» demandai-je. « Plus qu'une clé, Hastings, c'est une porte entr'ouverte sur une vérité que le silence a longtemps gardée. Prisonnière, je sentais alors que chaque détail, chaque geste, chaque regard avait son importance, et que le meurtre de Lucien ne pouvait être compris sans dénouer ce fil invisible qui reliait le présent au passé. Alors que je tentais de relier ces éléments du présent à l'ombre de cet hiver ancien, la vérité semblait toujours me fuir, insaisissable. Je me perdais dans les couloirs du Tint, cherchant dans ma mémoire les fragments d'histoire, les indices cachés, comme on suit un sillage dans la neige. Poirot, toujours calme, avançait d'un pas sûr, mais moi, je me sentais happé par ce mystère aux multiples couches, comme une maison où chaque porte cache un secret. Je compris alors que le passé n'est jamais vraiment disparu, mais qu'il attend, tapi, prêt à surgir à la moindre note discordante. Alors que je cheminais lentement dans le couloir menant au salon bleu, mon regard fut attiré par une série de portraits alignés avec une rigueur presque militaire. Ces visages figés, peints à l'huile et vernis par les années, semblaient observer silencieusement chaque pas que je faisais. Il y avait dans ces regards une étrange intensité, une fixité qui n'était pas simplement due à la technique picturale, mais à quelque chose de plus profond, comme si les murs eux-mêmes portaient en eux des mémoires et des secrets bien gardés. Chaque tableau semblait raconter une histoire muette, des générations entières de Delorme rassemblées dans une galerie figée. Pourtant, malgré la beauté austère de ces portraits, je sentais une tension, un malaise subtil que je ne pouvais définir. Certains visages paraissaient presque déformés par le poids de secrets inavoués. Poirot m'accompagna dans cette exploration muette. Il posa sa main sur le cadre d'un tableau particulièrement ancien, puis murmura « Hastings, chaque maison a sa mémoire, et chaque mémoire a ses blessures invisibles. » Je ne pouvais que hocher la tête, partagée entre fascination
et une inquiétude sourde, comme si ces tableaux étaient autant de témoins muets d'une histoire que la maison refusait de révéler. En approchant d'une section moins éclairée du mur, Poirot s'immobilisa soudain. Son œil perçant observa attentivement une zone où la poussière semblait s'être déposée en un motif inhabituel. « Regardez, Hastings, » dit-il doucement. « Cette poussière révèle qu'un tableau a été décroché récemment. Notez l'absence d'une toile dans cette rangée. » Je fis un pas en avant, scrutant l'espace vide. Le cadre restait visible, orné de détails dorés. Mais la peinture avait disparu, comme arrachée, effacée du récit familial. Ce vide dans la galerie me sembla chargé d'une signification lourde, presque douloureuse. Poirot caressa les contours du cadre, réfléchissant à voix haute sur la raison d'un tel retrait. Ce n'était pas simplement un acte esthétique, mais une tentative consciente de masquer ou d'effacer une part de l'histoire. Un tableau enlevé, c'est une vérité qu'on préfère taire, une ombre que l'on souhaite cacher derrière le vernis du silence. Guidé par son intuition, Poirot se concentra sur un tableau resté accroché, représentant une jeune fille, au regard mélancolique, sans doute aimée, la cousine disparue. Il examina minutieusement la signature et la date inscrite au coin inférieur de la toile. « Hastings » fit-il en fronçant les sourcils. « Cette date ne correspond pas à l'âge que l'on prête à cette jeune fille. Ce tableau a été modifié, soit en ajoutant une date erronée, soit en retouchant la peinture elle-même. » Il fit glisser délicatement sa main le long du cadre, cherchant des indices de restauration ou de falsification. Le visage d'Aimée semblait trop parfait, presque figé dans une jeunesse éternelle, et l'inscription trahissait une manipulation savamment orchestrée. Il y a ici une tentative évidente de réécrire le passé, de présenter une version édulcorée de la vérité, conclut-il. Je compris alors que la famille de Lorme ne se contentait pas de cacher la disparition d'Aimée. Elle s'efforçait aussi de reconstruire une mémoire sur mesure, à la fois mensongère et douloureuse. Au fil de notre inspection, Poirot évoqua la possibilité que certains portraits aient été retouchés ou même déplacés pour masquer des vérités dérangeantes. « Vous voyez, Hastings, » expliqua-t-il, « ces toiles sont comme des masques, elles ne montrent pas toujours ce qu'elles devraient révéler. Parfois, elles cachent plus qu'elles ne dévoilent. » Il évoqua l'idée que la maison avait peut-être servi à réécrire une histoire familiale trouble, dissimulée derrière ces images figées. Je ne pus m'empêcher de remarquer, en effet, que certains cadres semblaient trop récents, d'autres trop anciens, et que l'ordre des portraits ne suivait pas une chronologie logique. Les visages que je regardais me paraissaient, par moments, étrangers, comme si certains avaient été remplacés ou modifiés pour brouiller les pistes. En méditant sur cette découverte, je me surpris à réfléchir que l'histoire familiale, tout comme ces portraits, semblait avoir été redessinée au fil des années, à la manière d'un tableau où les contours se brouillent avec le temps. La mémoire, Hastings, disait souvent Poirot, est un art de la dissimulation autant que de la vérité. Dans certaines familles, le mensonge devient une tradition transmise de génération en génération. Je voyais devant moi une fresque compliquée, où chaque coup de pinceau dissimulait une part d'ombre, un secret que l'on n'osait plus nommer. Cette idée troublante me donna à penser que le meurtre récent n'était peut-être qu'un éclat surgissant d'un long passé de silences et de faux semblants. Enfin, Poirot conclut avec cette remarque, lourde de sous-entendus. « Hastings, il est probable que l'identité d'Aimée, ou d'un autre, ait été volontairement réécrite, effacée, comme si l'on avait voulu gommer une partie trop gênante du passé. » Le poids de ces paroles résonna en moi avec une force nouvelle. Derrière chaque toile, derrière chaque regard peint,
Il y avait peut-être plus qu'une simple image, un masque destiné à protéger une vérité que peu souhaitaient affronter. Depuis la découverte du corps de Lucien Marceau, Augustin ne cessait de paraître tendu, presque à fleur de peau. Il évitait les regards, marchait avec un léger tremblement dans les mains, et sa nervosité transparaissait dans chacun de ses gestes. Ce jeune homme, dont l'impulsivité n'était plus un secret pour personne, semblait écrasé sous le poids du drame. Je le surpris à s'isoler dans un coin du grand salon, mâchant nerveusement une mèche de cheveux, comme s'il cherchait à calmer un tourbillon intérieur. Ses yeux, habituellement vifs, étaient désormais fuyants et ombragés par l'angoisse. Poirot, toujours imperturbable, observait la scène avec une intensité contenue. Je savais qu'il ne jugeait pas hâtivement, mais qu'il recueillait chaque détail, chaque micro-expression qui pourrait éclairer le mystère. Pour ma part, je ne pouvais m'empêcher d'imaginer le poids du soupçon qui pesait sur Augustin, et je ne doutais pas que lui-même était tourmenté par cette atmosphère lourde, presque suffocante. Je n'eus pas à chercher longtemps pour découvrir la nature du conflit entre Augustin et Lucien. Une source fiable me rapporta que, lors d'une réception récente, Lucien n'avait pas manqué de rabaisser Augustin devant l'Assemblée, moquant son inexpérience et son manque de raffinement. Cette humiliation publique avait laissé des traces visibles. Augustin, d'ordinaire fier, paraissait meurtri et tenaillé par une rancune silencieuse. Je racontais cela à Poirot, qui acquiesça sans un mot, mais son regard trahissait une réflexion intense. « Un mobile, Hastings, dit-il enfin. La blessure de l'orgueil est parfois plus dangereuse que celle du corps. » Je compris que cette tension pouvait avoir été le point de départ d'un geste irréparable, et que la relation entre les deux hommes cachait des couches de ressentiment plus profondes que l'on aurait cru. Lors de nos entretiens, Augustin peina à fournir un alibi solide. Ses explications étaient floues, ses témoignages contradictoires. Personne ne pouvait attester précisément de sa présence à un endroit donné au moment du meurtre. Ce flou, qui aurait pu passer pour une simple maladresse, prit soudain un poids bien plus lourd à mes yeux. Un homme qui se sait innocent ferait tout pour prouver son innocence. Or, Augustin semblait au contraire glisser dans le silence. Poirot ne montrait aucun signe d'impatience, mais je sentais son esprit en pleine activité, décomposant ses failles apparentes pour en tirer des conclusions que je n'avais pas encore envisagées. Il n'était pas question d'accuser hâtivement, mais la fragilité de cet alibi ne pouvait être ignorée, et elle le plaçait naturellement au centre des soupçons. Toujours silencieux, Poirot continuait d'observer Augustin avec une attention discrète, presque distante, mais ses petits yeux pétillaient d'une intensité troublante, comme s'il avait perçu quelque chose d'invisible aux autres. Je remarquai qu'il fixait parfois un détail insignifiant, la position d'un verre, une trace sur le tapis, ou encore un léger parfum flottant dans l'air. Sa méthode ayant été claire, ne pas se précipiter dans les jugements, mais laisser parler les détails, ces indices que la plupart laissent échapper. Je sentais que le véritable coupable n'était pas forcément celui que l'on croyait, et que Poirot, dans son silence, préparait une surprise. Ce fut dans le salon bleu que Poirot attira mon attention sur une odeur subtile, presque imperceptible, un parfum de violette, délicat mais singulier. « Hastings, murmura-t-il, ce parfum ne correspond pas à Augustin, il appartient à quelqu'un d'autre. » Cette piste, légère comme un souffle, semblait pourtant lourde de promesses. Qui donc, dans cette maison, portait ce parfum, et quel rôle ce détail pouvait-il jouer dans cette énigme? Je compris que l'odorat,
si souvent négligé dans une enquête, pouvait révéler des vérités cachées. Poirot me glissa que cette fragrance serait une clé importante, mais qu'il fallait être patient pour en percer le secret. Convaincu d'avoir identifié le coupable, je ne pus retenir mon impatience. « Poirot, vous devez voir ce que moi je vois. Augustin est coupable, c'est évident. » Il me regarda avec un calme déconcertant. « Hastings, dit-il doucement, l'évidence n'est pas toujours la vérité. Nous devons poursuivre notre chemin avec méthode, pas avec précipitation. » Cette réponse tempéra ma colère, mais ne dissipa pas mes doutes. La vérité semblait toujours à portée de main, mais Poirot savait mieux que quiconque que les apparences sont souvent trompeuses. Alors que je demeurais dans le salon bleu, mon attention fut attirée par un parfum subtil, presque imperceptible, qui flottait dans l'air avec une persistance étonnante. C'était une odeur délicate de violette, douce et enveloppante, mais aussi singulièrement anachronique dans cet environnement figé. Poirot, s'approchant sans bruit, fronça légèrement les sourcils, comme s'il avait reconnu cette fragrance et ses implications. Il se tourna vers moi et murmura « Hastings, ce parfum ne s'est pas invité par hasard. Il porte en lui un message, une signature invisible. » Je tendis le nez, cherchant à discerner l'origine de cette senteur raffinée, mais la pièce semblait pourtant déserte. « La violette, me dit-il, est une fleur aux multiples significations, la fidélité, le souvenir, parfois même un amour caché. » Cette piste olfactive me paraissait d'une importance capitale, bien plus qu'une simple coquetterie. Refusant de se satisfaire d'une coïncidence, Poirot entreprit une réflexion silencieuse sur l'origine de ce parfum, visiblement anachronique dans la maison, où les souvenirs semblaient plutôt empreints de poussière et d'oubli. « Hastings, dit-il, un parfum ne flotte jamais au hasard. Il appartient à quelqu'un, ou il évoque une présence qui ne s'est pas encore manifestée. » Il évoqua la possibilité que cette senteur fût un lien entre le passé et le présent, une clé qui pourrait ouvrir des portes jusque-là verrouillées. Sa perspicacité ne laissait aucun détail au hasard. Je le regardais, intrigué par sa conviction tranquille, qui contrastait avec l'ambiance lourde qui régnait dans le manoir. Cette simple odeur de violette prenait soudain un relief insoupçonné. Notre enquête nous conduisit bientôt à la chambre d'Odile Delorme. Poirot inspecta avec minutie un meuble ancien, dont la surface avait conservé la patine du temps. À notre grande surprise, la même fragrance subtile de violette semblait émaner d'un recoin oublié. Il ouvrit les portes de l'armoire, révélant des vêtements soigneusement rangés, des papiers, et une atmosphère chargée d'une mémoire secrète. L'odeur s'intensifia légèrement, confirmant qu'elle n'était pas simplement résiduelle, mais volontairement conservée. Poirot évoqua la possibilité que ce meuble fût une cachette, un sanctuaire personnel, où Odile gardait des fragments d'un passé qu'elle refusait d'abandonner. Je ne pus m'empêcher de penser que derrière cette délicatesse se dissimulait une énigme profonde, un lien fragile entre ce parfum et le mystère que nous tentions de percer. En fouillant davantage dans l'armoire, Poirot découvrit une petite boîte en bois finement ouvragée, cachée dans un double fond presque invisible. À l'intérieur, une lettre ancienne, pliée avec soin, attira immédiatement notre attention. La lettre, écrite à l'encre légèrement fanée, portait une date inscrite dans une calligraphie élégante. Mais le plus intrigant était la signature, un simple « A », sans autre indication. Poirot examina la lettre, prenant soin de ne pas l'abîmer, puis me tendit quelques phrases à voix basse. Il s'agissait manifestement d'une correspondance intime où se mêlaient tendresse et regret, mais aussi un secret lourd à porter. Le style de l'écriture laissait deviner
une relation interdite, un lien profond, mais caché, entre l'auteur de la lettre et son destinataire. Cette découverte ajoutait une nouvelle couche à notre énigme. Non seulement la mémoire familiale était altérée, mais un passé affectif et secret menaçait de bouleverser l'ordre apparent des choses. À mesure que je lisais le contenu de la lettre, je ressentais la présence d'une main qui, dans le silence, avait tracé ces mots avec une émotion retenue. Le ton oscillait entre l'espoir et la peur, et l'on devinait derrière chaque phrase un combat intérieur. Le nom réel de l'auteur demeurait voilé, remplacé par des initiales et des allusions discrètes. Cela renforçait l'idée d'un amour secret, voire interdit, dont la révélation aurait pu entraîner de lourdes conséquences. Poirot me confia que ce genre de correspondance, tout à fait typique des secrets familiaux du passé, pouvait à la fois sauver et condamner. Je songeais alors à Odile, à son visage parfois tendu, à ses silences, et à ce parfum qui persistait dans sa chambre. Autant de signes d'un passé qu'elle cherchait à dissimuler, peut-être même à fuir. Poirot, dans sa grande sagesse, méditait sur le contraste frappant entre ce qu'Odile laissait paraître et ce que la lettre révélait de sa vie intérieure. Hastings, me dit-il, l'apparence est souvent une construction soigneusement entretenue. Ce que l'on montre au monde est rarement le reflet fidèle de ce que l'on cache. Il évoqua l'idée que derrière la façade calme et maîtrisée d'Odile se cachait une femme tiraillée, prisonnière de secrets qu'elle ne pouvait partager. Cette réflexion me toucha profondément. Elle soulignait combien la vérité peut être fragmentée et combien notre enquête devait s'approcher avec délicatesse des zones d'ombre humaines. Alors que l'enquête avançait, je ne pus cacher ma nervosité grandissante. Les heures s'écoulaient, et malgré les révélations, rien ne semblait se précipiter vers une conclusion. Poirot, quant à lui, paraissait absorbé par ces détails qui semblaient insignifiants aux yeux des autres. Hastings, me dit-il avec un léger sourire, la grandeur de la vérité réside parfois dans la patience. Je tentais de me convaincre, mais je sentais au fond de moi que la clé de l'énigme était proche, suspendue entre ces parfums, ces lettres et les silences qui les entouraient. Je me souviens de ce moment précis, où Poirot, d'un ton grave mais calme, m'expliqua que le verrou du salon bleu ne pouvait en aucun cas avoir été enclenché de l'intérieur, à moins d'un système truqué, soigneusement mis en place. « Hastings, » dit-il en agitant un doigt précis, « il est impossible que le meurtrier ait refermé la porte derrière lui sans une machination astucieuse. Il faut chercher un mécanisme, un dispositif caché, une complicité invisible. » Je sentis alors combien ce détail technique avait bouleversé la simplicité apparente du crime. La maison qui semblait figée dans son silence cachait en réalité des secrets d'une complexité raffinée. Poirot insista sur l'importance de ne jamais se fier aux évidences, surtout quand celles-ci paraissent trop parfaites. Ce verrou, ce n'est pas une simple serrure, Hastings, c'est une clé qui ouvre la vérité. Ou bien un piège. Je gardais cette idée en tête, consciente que derrière la façade de cette affaire se tramaient des couches d'ingéniosité que seul Poirot pouvait démêler. Poirot, dans sa manière caractéristique, exposa ensuite les incohérences qui parsemaient la scène du crime. Rien, selon lui, n'avait été laissé au hasard. Chaque détail a été orchestré avec soin, Hastings. Le placement du corps, le renversement de la boîte à musique, l'état de la pièce, tout cela forme un tableau destiné à tromper. Il évoqua la présence d'indices trop évidents, placés là pour attirer notre attention, tandis que les véritables secrets restaient cachés à la vue de tous. Je réalisais que ce crime n'était pas l'acte impulsif d'un individu emporté,
mais la signature méthodique d'un esprit calculateur. Le meurtrier a voulu que nous voyions, mais pas que nous comprenions, conclut Poirot. Cette révélation donnait un nouveau souffle à notre enquête. La pièce devenait non plus seulement un lieu de drame, mais un théâtre où le mystère jouait sa dernière scène. Alors que nous étions encore absorbés par l'analyse, Poirot porta son attention sur la boîte à musique, silencieuse désormais. « Hastings, murmura-t-il, cette berceuse, je l'ai entendue autrefois. Elle était chantée à Aimée, cette cousine disparue. Je fus frappé par l'intensité avec laquelle il prononçait ce nom, comme si la simple évocation réveillait en lui des souvenirs profonds. La mélodie, bien que légère, semblait porter en elle une charge émotionnelle considérable, comme un refrain obsédant d'un passé qui refusait de s'effacer. Poirot me confia que cette musique pouvait bien être la clé de voûte de notre enquête, un indice codé que seuls les initiés comprendraient. Cette pensée me fit frissonner. Et si cette berceuse, douce et innocente en apparence, était en réalité un message voilé, une clé cachée dans le silence? Je restais songeur, méditant sur cette idée que la mélodie pouvait être un code, une signature, ou même un avertissement silencieux. « Poirot, dis-je, pensez-vous que cette berceuse ait été utilisée pour signaler quelque chose? Ou pour désigner le coupable ?» Il hocha lentement la tête. « Hastings, dans les mystères les plus complexes, la vérité se cache souvent dans ce que l'on croit décoratif. Une chanson, un parfum, une fleur. Tous sont des indices qui parlent à ceux qui savent écouter. Je compris que la mélodie n'était pas simplement un élément d'ambiance, mais un fil tendu entre le passé et le présent, un lien invisible entre Aimée et le meurtre de Lucien. Le silence qui suivit fut lourd de sens. Tout dans cette maison semblait conspirer pour nous cacher une vérité délicate. Poirot affirma alors que ce n'était pas l'absence d'indices qui le troublait, mais leur trop parfaite disposition. Les indices sont là, Hastings, mais ils sont trop nets, trop calculés. C'est cela qui trahit la mise en scène. Il ajouta que les silences eux-mêmes, les regards fuyants et les non-dits, criaient plus fort que n'importe quel témoignage. J'observais ces visages figés et compris que derrière chaque mutisme se cachait une tension prête à éclater. L'équilibre fragile de cette enquête reposait sur la capacité à lire ces silences, à déchiffrer ce que personne n'osait dire, tandis que moi-même je commençais à perdre le fil de ces subtilités. Poirot restait serein, imperturbable. « Hastings, me dit-il, la vérité ne se trouve pas toujours dans ce que l'on voit au premier abord. Parfois, elle est cachée dans ce que l'on croit décoratif, une boîte, une chanson. » Son regard se fit pénétrant. « Écoutez, écoutez la musique du mystère. Je sus alors qu'il était temps de reprendre patience et d'ouvrir mon esprit à ce que les sens révèlent au-delà des apparences. » Poirot, d'un pas calme et assuré, convoqua toute la maisonnée dans le salon bleu. L'atmosphère était lourde, chargée d'une tension sourde que nul ne pouvait dissimuler. Les membres de la famille se tenaient debout, les visages figés, certains évitant le regard de l'enquêteur. « Mesdames et messieurs, » commença Poirot d'une voix claire, « le moment est venu de lever le voile sur ce mystère qui hante cette maison. » Il déroula lentement le fil de l'enquête, exposant les faits avec cette précision chirurgicale qui ne laissait place à aucune erreur. Chacun écoutait, captivé malgré lui, tandis que les mots tissaient peu à peu le réseau invisible des secrets partagés. Je remarquai les signes de nervosité, une main qui serre une manche, un souffle retenu, un regard fuyant. Cette réunion n'était pas seulement un exposé,
C'était un moment de vérité inévitable, un instant où le passé et le présent se confrontaient sans phare. Le silence s'installa, pesant, alors que Poirot s'apprêtait à révéler ce que beaucoup redoutaient. Puis, sans plus tarder, Poirot aborda le cœur du mystère. « Odile de Lorme, dit-il lentement, n'est pas celle qu'elle prétend être. » Un murmure parcourut l'assemblée, tandis qu'Odile gardait la tête haute, le visage impassible. Elle est, en vérité, aimée, la cousine disparue depuis 20 ans, qui a choisi de vivre sous une fausse identité. Je vis une étincelle de choc dans les yeux de certains, et un frémissement parcourut le corps d'Odile, comme si ce secret longtemps gardé venait d'être brutalement arraché à l'ombre. Poirot expliqua que, suite à un scandale familial soigneusement étouffé, Aimée avait fui son passé, effaçant sa véritable identité pour tenter de se reconstruire. Cette révélation jetait une lumière nouvelle sur tous les événements qui avaient suivi, offrant une clé essentielle pour comprendre les tensions enfouies dans cette famille. Je ne pus m'empêcher de ressentir une certaine admiration pour le courage d'Odile, enfermée dans ce rôle imposé, prisonnière d'un secret plus lourd que l'on ne peut imaginer. Poirot poursuit vite, en exposant les racines profondes du drame. Le passé d'Aimée n'était pas seulement une fuite, mais un poids terrible que la famille avait tenté d'enterrer. Ce secret, dit-il, a été scellé par le silence, mais jamais oublié. Il a nourri rancunes et peurs, et aujourd'hui il ressurgit avec la violence du souvenir. Lucien Marceau, en particulier, représentait ce passé ravivé. Sa présence, son rôle de critique acerbe, sa connaissance de la vérité menaçait de tout faire basculer. Je vis dans le regard d'Odile l'ombre d'une douleur ancienne, une lutte intime entre la peur d'être démasquée et la volonté de protéger ce qu'elle avait construit. Ce poids, étouffé, avait créé une atmosphère de tension permanente, un équilibre précaire où chaque geste pouvait devenir fatal. Poirot expliqua que le meurtre de Lucien était la conséquence directe d'une rencontre inattendue. Lucien Marceau avait reconnu Odile, c'est-à-dire Aimée, et menaçait de révéler son identité au grand jour. Ce fut la goutte d'eau. Cette menace fut perçue comme un danger insupportable. Odile, prise au piège, se retrouva face à un choix terrible, laisser son passé être exposé ou protéger à tout prix son secret. Je compris alors que ce drame n'était pas un acte de haine gratuite, mais un dernier sursaut désespéré pour préserver une vie reconstruite sur des mensonges nécessaires. La tension monta d'un cran dans la pièce, tandis que les regards cherchaient un refuge dans l'incompréhension ou la compassion. La fameuse boîte à musique, objet qui semblait anodin, prit soudain tout son sens. Cette boîte, expliqua Poirot, appartenait à Aimée. C'est sa mélodie qui a réveillé le passé. Cette berceuse, douce et nostalgique, fut comme une flamme qui attisa les cendres d'un secret trop longtemps étouffé. Elle symbolisait l'innocence perdue, mais aussi le lien indéfectible entre la victime et la coupable. Je songeais à la manière dont les petits détails, les objets du quotidien, pouvaient contenir plus de vérité que les paroles les plus éloquentes. Cette musique, silencieuse désormais, était la signature d'un drame familial que nul ne pouvait ignorer. Enfin, Poirot dépeignit le geste fatal d'Odile, non comme un acte de colère, mais comme un ultime acte de protection. Ce meurtre, Hastings, dit-il, n'est pas la conséquence d'une haine. C'est un cri silencieux, un dernier refuge face à la peur de perdre tout ce qui restait. Je vis dans les yeux d'Odile une mélancolie profonde, une acceptation de ce qui était arrivé, sans colère, mais avec un poids immense. Poirot conclut en soulignant combien la vérité peut être douloureuse, mais nécessaire,
et combien le pardon et la compréhension restent les clés pour apaiser les blessures du passé. Odile fut conduite hors du manoir, sans qu'un mot ne franchisse ses lèvres. Son visage demeurait digne, immobile, presque fier, malgré la lourde accusation qui pesait désormais sur elle. Autour d'elle, les regards mêlaient stupeur, tristesse et une forme de respect silencieux. Je la suivis du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière les grandes portes, consciente que ce départ marquait la fin d'un chapitre douloureux pour cette famille déjà si meurtrie. La maison semblait retenir son souffle, comme si elle aussi pleurait la perte de celle qui fut à la fois victime et bourreau de son propre destin. Poirot, à mes côtés, ne laissa échapper aucun jugement. Son visage était impassible, mais je savais que ses pensées étaient plus profondes que jamais. Je me surpris à penser que parfois, la dignité peut se trouver dans le silence, et que certains regards en disent plus que toutes les paroles. Poirot s'approcha alors de la petite boîte à musique bleue, maintenant silencieuse, couchée sur le tapis épais du salon bleu. L'objet semblait chargé d'une tristesse tangible, comme si le simple fait de se taire avait figé un dernier souvenir. « Hastings, murmura-t-il, cette boîte est devenue le symbole d'un passé que l'on ne peut plus chanter, d'une mélodie interrompue. Il effleura du bout des doigts le mécanisme, comme pour réveiller l'écho d'une berceuse oubliée. Je compris que cette boîte, jadis si pleine de vie, représentait la fragilité de la mémoire, la douleur de ce qui a été perdu et le poids des secrets que le silence protège. Dans ce moment suspendu, l'objet muet parlait plus fort que tous les mots échangés dans cette maison depuis des années. Poirot, tournant lentement vers moi son regard grave, confia « Hastings, certains crimes ne naissent pas de la cruauté, mais d'une souffrance ancienne, indicible, d'une détresse qui écrase l'âme. » Je réfléchis à ces paroles, réalisant combien cette phrase résumait la tragédie d'Odile, condamnée par son propre passé. Le geste fatal ne fut pas une explosion de haine, mais un ultime sursaut pour préserver ce qui restait d'elle-même, un acte désespéré de protection. Cette compassion silencieuse, mêlée à une profonde tristesse, ajoutait une couche humaine à ce drame complexe. Le manoir semblait désormais suspendu dans une forme de silence respectueux. La vérité, enfin dévoilée, laissait dans l'air une mélodie absente, un vide où résonnait encore l'écho d'une berceuse oubliée. Les murs, témoins muets de ce long secret, gardirent la mémoire d'une histoire douloureuse, d'une famille fracturée. Je sentis que, malgré la résolution de l'énigme, une part d'ombre subsistait, un poids que le temps seul pourrait atténuer. Poirot, à mes côtés, gardait le silence, laissant ce moment de recueillement nous envelopper. Le salon bleu, désormais, restait scellé à jamais, comme une tombe silencieuse que nul n'osait franchir. La porte, verrouillée avec soin, semblait marquer une frontière infranchissable entre le passé et le présent, entre la vie et la mémoire. Je me tenais parfois devant cette porte close, frappé par le poids du silence qui l'entourait. Le manoir, autrefois vibrant de murmures et de gestes, paraissait figé dans une immobilité respectueuse, presque solennelle. Ce lieu, théâtre d'une tragédie familiale, était devenu un sanctuaire où la vérité s'était retirée, emportant avec elle le dernier souffle de cette berceuse oubliée. Je comprenais que personne n'avait envie de réveiller ce qui reposait derrière cette porte, ni pour chercher vengeance, ni pour chercher pardon. Il m'arrivait, le soir, lorsque le vent soufflait doucement à travers les arbres du domaine, d'entendre, ou plutôt de croire entendre, la mélodie lointaine de la boîte à musique portée par le souffle nocturne.
Cette berceuse, douce et nostalgique, semblait résonner à travers les murs, un écho ténu d'un passé que le temps n'avait pas totalement effacé. Je me surpris à fermer les yeux, laissant la musique imaginaire m'envelopper, emportant mon esprit vers des souvenirs qui n'étaient pas les miens, mais qui pourtant m'émouvaient profondément. Poirot m'avait dit un jour que la mémoire avait sa propre musique, celle des silences et des oublis. Cette berceuse en était la preuve la plus belle et la plus douloureuse. Seul, devant la cheminée, dans le silence lourd du manoir, je m'interrogeais souvent. Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour réécrire ce que le destin a brisé? Que sommes-nous, sinon des artisans de notre propre mémoire, remodelant sans cesse les fragments du passé à notre image, parfois au prix de terribles sacrifices? La vérité dévoilée avait apporté une forme de paix, mais aussi creusé un abîme entre ce qui avait été et ce qui pourrait être. Je me demandais si le pardon pouvait vraiment guérir les blessures ainsi infligées, ou si le poids du secret continuerait à peser sur cette famille longtemps encore. Une dernière réflexion me vint, flottant entre la mémoire et l'oubli, entre la vérité révélée et la douleur éternelle qu'elle peut engendrer. Les maisons comme celle-ci ne sont pas que des pierres assemblées. Elles sont les gardiennes de nos histoires, de nos peurs, de nos espoirs déçus. Et parfois, même lorsque le voile est levé, le passé laisse un dernier frisson, un souffle qui traverse le temps, rappelant que certaines blessures ne se referment jamais tout à fait. Je quittai alors le manoir avec cette pensée, conscient que dans le silence du salon bleu résonnait pour toujours une berceuse suspendue, fragile et éternelle. Parfois, la vérité ne libère pas. Elle révèle seulement des cicatrices que le temps peine à guérir. Et vous, auriez-vous eu le courage de dévoiler ce qui se cache derrière le silence? Si cette histoire vous a touché, laissez un like, partagez-la avec d'autres passionnés et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'énigmes. Dans l'ombre des secrets, la lumière trouve toujours son chemin, douce et discrète.